Docteur Joël Monzé, docteur en neurosciences, accessoirement ami depuis quelques années. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ben, merci de m'accueillir, c'est vraiment le fun. Ça me fait plaisir et je suis toujours dans la gratitude, encore une fois, de pouvoir apprendre plein de choses avec des personnes intéressantes. Et ce matin, ben, c'est avec toi que ça va se passer. Donc, pour cet enregistrement podcast en prévision du Congrès de la santé intégrative 2027, 22-23 janvier prochain, où tu seras conférencier. Et dans cette série de podcasts, ben, on est rendu à en apprendre plus sur ton parcours et... parcours que je qualifierais d'atypique. Oui. Compliqué, pas complexe. Complexe, c'est peut-être un peu trop dire, mais dans ma préparation biographique, je me promenais déjà entre le vieux continent et ici, entre l'Europe et la Belgique plus précisément. Et parce que plusieurs personnes ne te connaissent pas encore suffisamment, prenons 1 ou 2 minutes déjà pour voir de où tu arrives et où tu en es maintenant. En fait, d'où j'arrive, je te dirais que, premièrement, on l'entend peut-être encore avec mon accent, je viens de Belgique, j'ai grandi à Liège pendant plusieurs années, puis je suis arrivé au Québec vers 25 ans. Mais avant ça, en fait, j'ai grandi dans une famille qui était totalement dysfonctionnelle. Pour moi, ça n'avait aucun bon sens, ce que je vivais. Et la chance que j'avais, c'était d'être assez lucide pour essayer de trouver des alternatives à la réalité dans laquelle j'étais. Et donc, j'avais bien partitionné ce qui se passe dans ma maison, puis qu'est-ce que je peux faire ailleurs. Puis j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à observer les gens. Donc, à partir de mes 11, 12 ans, 13 ans, je passais du temps. J'observe. Tiens, pourquoi est-ce que tel parent se comporte bien avec son enfant? Tiens, pourquoi est-ce que tel enfant se sent bien et se sent en sécurité avec son parent? C'est toute une série de choses. Et vers mes 14 ans, en fait, il y a eu 2 événements. Le premier, c'est une télésérie qui est sortie qui s'appelle Pause Café, où ici, on dirait une travailleuse sociale, en France ou en Belgique, on dirait une assistante sociale, était dans les écoles et son rôle, en fait, c'était de défendre l'intégrité psychologique des élèves de son bahut. Et je la trouvais incroyable, d'autant plus qu'elle s'appelait Joël Mazar. Donc, quelque part, il y avait un petit côté assez intéressant. Mais dans sa manière de voir le jeune, de sa manière d'identifier les besoins du jeune et pourquoi, en fait, il réagissait de cette telle ou telle manière, mais pour moi, ça me confortait qu'on peut faire les choses autrement, mais que si un jeune, éventuellement, a un parcours peut-être un peu plus compliqué, il y a une raison pour laquelle ce parcours-là est plus compliqué. Je me souvenais aussi à l'époque comment est-ce qu'avec certains professeurs, je me sentais en sécurité, comment avec d'autres professeurs, je ne me sentais pas en sécurité. Donc, quand je disais tantôt, ma lucidité faisait en sorte que j'étais capable de pouvoir faire cette analyse-là. Et j'avais mes premières réponses, en fait, avec la télésérie et les romans que j'ai achetés par après de Georges Coulonge. Et dans le même moment, j'ai eu mon premier cours de neurosciences. Là, j'ai tripé. J'avais 14 ans. Je pourrais te dire à quelle classe j'étais dans mon collège. Ça a vraiment été quelque chose. Wow, c'est vraiment un coup de foudre. Et donc, les 2 choses étaient là en parallèle. Et c'est toujours revenu, en fait, ces 2 éléments-là. C'est comme si ça apportait des réponses beaucoup plus concrètes à tous les questionnements que je pouvais avoir comme jeune ado du non-sens dans lequel je grandissais. Et j'ai commencé à orienter ma carrière pour essayer de rejoindre les 2. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 35-40 ans, il n'y avait rien, il n'y avait aucun pont entre le côté vraiment psychologique et le côté vraiment neuroscientifique. Les psychologues, quand ils observaient les jeunes et les moins jeunes ou qui faisaient des études, souvent c'est le fameux SOR. Donc on a un stimulus, on a une boîte, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans la boîte et puis on a une réponse. Donc, OK, c'est bien beau, j'ai un stimulus, j'ai une réponse, mais c'est quoi qui se passe dans la boîte? Et l'envie de comprendre et ainsi de suite, ce qui fait que, bon, chemin faisant, j'ai voulu prendre cette orientation-là. Et puis, bon, j'ai pas grandi dans une famille dysfonctionnelle. Pour rien, j'ai des parents qui se sont opposés à mon projet de vie. Et la grosse... Je t'interromps, mais tu aurais pu vouloir devenir assistant social, là, si on parle de la oui, nomenclature mais c'était européenne. Pas ça que je voulais faire de manière spécifique. Il y avait vraiment quelque chose... j'ai construit ma carrière là où je voulais aller, même si je ne connaissais pas encore exactement où est-ce que ça en allait. Mais ça, ce n'était pas, en fait, une option pour moi. Pas parce qu'elle n'est pas belle. Je dis, les travailleurs sociaux font un travail incroyable, mais c'est pas nécessairement ça que je voulais faire. C'était d'aller plus loin dans la compréhension exactement. mécanistique, si on veut, là, de tout ça, là, des comportements et du vécu. Là. Mais en étant très groundé sur le terrain aussi.
Donc, puis comme mes parents m'ont interdit d'aller faire mon cours en psycho traditionnel ou même éventuellement mon cours peut-être plus bio-neuro, ils m'avaient dit, t'es ingénieur ou t'es prof. Je suis allé dans une fac où j'étais capable de pouvoir faire ce qu'on appellerait ici au Québec un double programme en éducation et en psycho. Et donc, j'ai commencé à associer beaucoup ce genre de choses-là. Et à travers des projets de recherche avec un de mes profs qui tripait sur les interactions qu'on pouvait avoir ensemble, on a commencé à mettre en fait un certain nombre d'éléments, comment l'estime de soi fait en sorte qu'un élève reste dans un programme, s'engage dans ses études. Et chemin faisant, une fois que j'ai eu terminé mon bac, parce qu'en Belgique, à l'époque, on ne pouvait pas travailler en dehors de 4 semaines pendant l'été. Donc, j'étais pieds et poings liés à devoir faire rester en fait chez mes parents, et on était majeur qu'à 21 ans. Donc, je ne pouvais pas signer un engagement dans une université pour pouvoir faire les études. Donc, mais en même temps, j'ai aucun regret parce que le fait d'avoir fait pendant 3 ans de la pédagogie, j'ai compris comment on enseigne, comment on écrit, comment on développe en fait un certain nombre de programmes que je peux utiliser. Enfin, à l'époque, j'ai utilisé avec des enfants, mais par la suite, que j'ai utilisé avec des adultes, que ce soit à l'université, que ce soit dans mes livres, et ainsi de suite. Il y a une suite logique, il y a une suite didactique qui va rester là présente, en fait. Le contenant, finalement. On a appris à construire le contenant du passage d'information, de la pédagogie, finalement. Tout à fait. Qui, après ça, a amené... Oui. Puis après, en fait, une fois que j'ai eu terminé mon bac, là, j'ai fait ma première maîtrise en psychomotricité. Et donc, là, bac en enseignement. Je veux juste bien retracer. Fait que là, on a un bac en enseignement. Après ça, une maîtrise en psychomotricité. Une maîtrise en psychomotricité qui était une maîtrise qui est accessible aussi bien pour les gens qui avaient fait psycho, kinésiologie, kinésithérapie, donc physiothérapie. Donc, à cheval entre le psychologique et le moteur. Mais très intégratif. Okay, c'est ça qui était intéressant, c'est que ça commençait à rejoindre ce que moi je voulais faire. Et mon patron de l'époque, en fait, m'a donné un modèle qui a été créé en fait par Jacques Paillard, qu'il a réactualisé jusqu'en 94, qui expliquait les séquences à l'intérieur de la boîte. D'accord? Donc, à partir de là, je dis, OK, là, il y a vraiment quelque chose. Je reviens dans les neurosciences, je reviens dans ce que j'aime, et ainsi de suite. Et je suis allé travailler avec des enfants et des adolescents qui ont différentes formes de handicap. Alors, j'avais une bonne compétence en psycho, j'avais une bonne compétence en pédagogie. Ouais, OK, mais c'est parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Ils sont tellement en difficulté, tellement en perte d'autonomie, que j'ai besoin de mieux savoir ce qui se passe au niveau neuroscientifique. Et c'est là que j'ai eu mon premier stage dans un laboratoire à Sherbrooke, dans un laboratoire qui essaye de faire le pont entre qu'est-ce qu'on connaît des neurosciences et comment est-ce qu'on peut l'intégrer et l'appliquer sur le terrain. Donc là, je suis venu faire un premier stage à Sherbrooke en 92, en avril, puis un deuxième stage, puis un troisième stage un an plus tard en 93. Et c'est là que la décision de venir m'installer au Québec s'est imposée.